Good Morning Business, French Tech. Il est 6h46 dans la French Tech. C'est toujours intéressant de voir qui finance une aventure entrepreneuriale pour connaître sa crédibilité. Et avec vous, Rodolphe Besserve, directeur général d'Eureker. Bonjour. Quand on voit effectivement le tour de table des 50 millions d'euros, des investisseurs, des millionnaires, des milliardaires, des family office, on se dit que sans doute c'était la bonne idée. Eureker, vous allez financer, notamment en early stage, en amorçage, et puis pas seulement financer, accompagner en fait des biotech, notamment dans tout le domaine du microbiome, vous allez me dire ce qu'il faut dire, et évidemment aussi des technologies synthétiques, notamment liées à tout ce qui est ARN messager, j'imagine. Absolument. Donc effectivement, Eureker, c'est d'abord la constatation qu'il y a en Europe une recherche académique de très très grande qualité et qui aujourd'hui est probablement sous-exploitée et sous-financée. Il y a des milliards qui sont mis en termes d'investissement public sur cette recherche. On pense que sur certains sujets, et les deux thématiques qu'on a choisies, le microbiome et la biologie synthétique, j'y reviendrai parce que finalement c'est important. Ces deux thématiques sont finalement un peu clés en Europe sur la recherche, et l'Europe est en pointe en fait sur ces deux domaines. C'est pointu quand même, vous avez choisi deux domaines très pointus. Alors ce sont deux domaines très pointus. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement quand on regarde à la fois en termes de nombre de publications et qualité des équipes de recherche aujourd'hui au niveau académique, l'Europe est devant les États-Unis et la Chine sur le microbiome. Alors le microbiome, ce sont les bactéries qui composent notre corps, et sur la manière dont on peut interagir en fait avec notre appareil digestif notamment, on est d'accord. Notamment, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ces bactéries qui directement ou indirectement via ce qu'on appelle des métabolites peuvent aussi agir sur le foie, sur les poumons, sur le cerveau, etc. 90% des maladies qui sont liées à ce microbiome. Voilà. Alors le terme en fait du microbiome est un peu galvaudé, c'est-à-dire que beaucoup de gens considèrent que c'est le domaine des compléments alimentaires, que ce sont les probiotiques, prébiotiques, ce qui est effectivement l'origine de ce marché-là. Aujourd'hui, le marché est en train de se déplacer. Il y a eu l'année dernière toute une série de données très positives en fait en phase avancée, en phase 3 aux États-Unis sur les maladies infectieuses. Et ce que l'on voit, c'est que les pharma sont en train de se repencher en fait sur ce sujet et de se rendre compte que oui, il y a un vrai lien en fait avec les bactéries qui notamment les maladies inflammatoires. Les maladies inflammatoires, les maladies infectieuses. On sait que sur le Covid, notamment la susceptibilité de patients à développer, notamment les formes longues, est intimement liée en fait aux bactéries qui nous composent. Donc oui, il y a un vrai sujet. Et ce qui est surtout passionnant, c'est que, encore une fois, l'Europe est en pointe. On a des instituts de recherche qui sont parmi les meilleurs au monde, avec, on pense, des travaux qui aujourd'hui sont sous-exploités. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu pour nous à aller les financer, à sortir ces projets de l'académique et à les transformer en société. Parce que la crise a bouleversé cet équilibre entre l'Europe et les États-Unis. Disons qu'il crée en tout cas un intérêt pour le secteur. Oui. Ça c'est sûr que beaucoup de gens qui ne regardaient pas le secteur de la santé, et en particulier le secteur des biotechnologies, aujourd'hui se disent tiens, il y a peut-être quand même quelque chose à faire, et c'est quand même au cœur quand même de l'humanité, et donc il faut quand même regarder ces sujets-là. Et l'enjeu, c'est de pouvoir faire venir des nouveaux investisseurs autour de la table. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Eureker, c'est qu'on a une structure qui n'est pas un fonds, qui est une société en fait, qui est une start-up quelque part, qui a fait une série A, qui va continuer à se développer, à se financer dans le futur. Mais ça veut dire qu'on a une flexibilité à la fois en termes d'horizon d'investissement, de typologie d'investissement, que n'ont pas les fonds. Voilà. Pourquoi vous dites que vous n'êtes pas un fonds, parce que quand même sur le papier vous avez 50 millions d'euros à investir, vous en aurez beaucoup plus demain. En quoi vous êtes différent de fonds d'investissement? Parce qu'il y a plein de fonds qui mettent la main dans le cambouis aussi, qui interviennent dans la création de la boîte, il faut chercher des doctorants, qui managent. Donc c'est quoi votre différence? Déjà statutairement, en termes de gestion de notre cash, il y a un enjeu de ne pas diluer nos actionnaires. C'est un premier objectif. Donc nous devons créer de la valeur avant de devoir relever de l'argent, comme le fait une société classique normale. Ce qui est une logique différente de celle du fonds, qui doit lever le plus possible et investir le plus rapidement possible. Donc il y a un horizon d'investissement qui est le même. Il y a certains dossiers sur lesquels on va rentrer, auxquels on va peut-être rester 10 ans. Ce n'est pas un sujet pour nous. On n'a pas d'horizon de sortie défini. Et statutairement, on a aussi une flexibilité qui nous permet de faire des choses que ne peuvent pas forcément faire les fonds. Typiquement, alors on a parlé de la création de nouvelles structures, qui est le cœur de ce qu'on veut faire, mais à côté de ça, on veut aussi investir en série B ou au-delà sur des sociétés plus matures. Et on veut aussi, quand les actionnaires historiques le souhaitent, pouvoir leur proposer de la liquidité. Donc racheter
racheter des titres en secondaire, ce que statutairement beaucoup de fonds ne peuvent pas faire en fait, et en particulier dans le domaine de la biotech. Vous intervenez très tôt dans les projets. Qu'est-ce qui fait que vous allez en retenir un et en rejeter un autre, par exemple? Quelle sorte de critères? Alors, notre point de départ, comme j'ai dit, c'est la qualité de la recherche européenne, mais c'est aussi le fait qu'on se rend compte qu'elle est sous-exploitée, sous-financée. Et une des raisons, c'est pas qu'une question de capitaux et de financement, c'est aussi qu'elle est, on pense, la data de cette recherche universitaire est disséminée, elle n'est pas structurée. Donc le premier objectif, c'est celui qu'on s'est donné. On est en train de travailler sur un outil d'intelligence artificielle, aussi le mot un peu parfois galvaudé, mais on sait exactement ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir structurer cette data, c'est de pouvoir identifier en Europe les meilleures équipes de recherche qui travaillent sur les 2 domaines qu'on a retenus. Voilà. Alors on a parlé du microbiome, mais la biologie synthétique, c'est aussi vous demander, effectivement extrêmement intéressant, parce qu'on est... on rentre dans une nouvelle ère. On rentre dans celle effectivement de la biologie de synthèse où on va créer des cellules ex nihilo qu'on va pouvoir programmer à façon. C'est ce qu'on fait avec l'ARN messager, on envoie des instructions pour que ces cellules soient créées, c'est ça? Alors l'ARN messager oui, mais on travaille sur des briques essentielles qui existent déjà, qui sont des briques connues, c'est-à-dire qu'on part de l'ADN, de l'ARN, on programme, on reprogramme, on sait déjà le faire, ce que font des sociétés comme Selectis, où on vient éditer, faire du gene editing, couper une séquence, ça on le fait, on va continuer à le faire, il y a encore des très très beaux projets là-dessus, sur de la thérapie génique notamment. Ouais. Là, ce dont on parle, c'est de créer des nouvelles briques, c'est-à-dire avoir des structures qui seront encore plus efficientes en fait que l'ADN. On appelle la XN. Voilà. C'est des OGM humains quasiment. Ouais, mais en fait, l'idée c'est surtout de pouvoir les utiliser comme outils. Ouais. Sont pas, la finalité, c'est pas forcément de remplacer, de remplacer, mais c'est de pouvoir surtout développer des outils. Ouais. Avec du thérapeutique, mais aussi plein d'autres applications en biotech industrielle, sur des nouveaux matériaux, sur du bioengineering, voilà. Et c'est vrai que l'ARM, toute cette histoire de l'ARM qu'on a vulgarisé grâce à la pandémie, que le grand public a compris, dont il a aussi mesuré l'efficacité, va peut-être libérer cette partie de la recherche qui parfois était un peu tabou, parce qu'effectivement, on envoie des instructions génétiques, géniques, et donc peut-être qu'avec l'ARM, on va ouvrir cette boîte de Pandore, non? Oui, alors certes, je pense surtout que ça a permis, comme vous le disiez, de vulgariser un petit peu tout ça, de remettre la biotechnologie quand même au cœur du débat, parce que c'est vrai que c'est souvent vu comme complexe, risqué, les gens ne savent pas trop, et c'est aussi ce qu'on voulait apporter, c'est-à-dire cette capacité à avoir une société dans laquelle on peut investir, parce que peut-être que demain on fera une IPO, qui sait, cette capacité à investir dans une société où on va pouvoir avoir une meilleure gestion du risque, encore une fois, avec un modèle hybride, où on crée des nouvelles sociétés, mais on va aussi sur des sociétés plus matures, c'est une sorte de proxy pour ceux qui vont vouloir investir sur la biotech, et c'est a priori quand même moins risqué que d'investir sur une société donnée. Merci Rodolphe Besser, directeur général d'Eurecair. Donc retenez bien ce nom, et puis vous viendrez nous présenter parfois vos investissements, vos projets. Avec grand plaisir. On a déjà un portefeuille de 3 investissements, donc on va très vite.